Hello et bienvenue sur La Recette, le podcast qui parle client. Je suis Charlotte, consultante en expérience client. J'aide les entrepreneurs à augmenter leur taux de satisfaction, à pimper leur réputation et à faire du bouche à oreille leur meilleur allié. Dans chaque épisode, je reçois à mon micro un entrepreneur ou une entrepreneuse de talent qui nous livre tous ses secrets. On parle de ses retours d'expérience et de ses meilleures astuces pour qu'ensemble, on compose la recette d'une expérience client qui fait waouh. C'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! On est parti. Eh bien allez, salut Adrien, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut Charlotte, écoute, ravi également, puis encore merci pour l'invitation. Eh ben merci de l'avoir accepté parce que on va parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder ici et que j'ai moi pas l'habitude d'aborder de manière générale, donc ça va être hyper intéressant. Je pense que tu vas nous apporter plein de jolies choses, donc trop cool. Donc Adrien, tu es expert consultant en merchandising, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu nous en dis plus? Ouais, avec plaisir. Donc je suis Adrien Bernard, je suis consultant en merchandising et surtout en performance des linéaires. Et en fait, mon rôle, si j'essaye de le vulgariser, c'est vraiment transformer les rayons en magasins pour qu'ils soient lisibles, visibles et compréhensibles. Voilà. Et quand je dis ça, derrière, ça veut dire surtout marchands, enfin, du coup, qui vont générer de la performance. Et en tout cas, moi, je suis convaincu qu'un rayon qui soit bien pensé, qui soit bien exprimé dans sa façon dont les produits sont organisés, et derrière, tout simplement, c'est un client qui est mieux guidé et c'est un client, en tout cas, qui vient consommer plus facilement. Et puis, pour refaire le lien avec ton podcast, c'est aussi une partie intégrante d'une expérience client, réussie et fluide. Voilà. Ah ouais, Et donc aujourd'hui, du coup, j'accompagne plusieurs types de clients. C'est soit la grande distribution, donc des réseaux de magasins, des franchises, qui sont en recherche de performance des rayons, ou alors des marques qui sont plutôt en recherche de meilleure visibilité et meilleur emplacement dans les rayons. Voilà. Ok, trop bien. Juste pour recontextualiser un peu, tu as une définition du merchandising? Ouais, alors alors si j'ouvre mes bouquins de merchandising, ça fait non, mais ça fait des années que c'est toujours les mêmes définitions. C'est comment, enfin, ils disent c'est l'emplacement du produit, c'est les 4P, donc le bon produit au bon endroit. Voilà, moi j'aime bien définir que finalement le merchandising c'est une partie intégrante de l'expérience client et c'est un outil en tout cas en magasin pour faire en sorte que le produit puisse se vendre tout seul et pour en tout cas aider le client à trouver un produit plus facilement. Voilà. Je le vois vraiment comme un outil dans une grande boîte à outils des managers et des enseignes. Ok, super intéressant. Comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à faire ce métier? Tu nous racontes? Eh bien écoute, alors quand j'étais étudiant, un jour j'ai eu l'occasion. Alors j'avais des cours de autour de la grande distribution, et j'avais un intervenant qui a parlé merchandising et qui m'a vraiment captivé. Et je me suis dit tiens, ça serait pas mal peut-être d'en faire un peu mon métier. Bon, voilà. Et ça s'est arrêté là. Et en parallèle, j'avais un job étudiant chez les magasins Boulanger. Et je pense qu'un jour, j'étais pas très concentré. Je pense que je tournais un peu dans les rayons, je discutais avec mes collègues. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a dit écoute, je vois que tu tournes en rond. Je suis de la centrale d'achat, parce qu'en fait, chez Boulanger, il y avait la centrale d'achat, et au rez-de-chaussée, il y avait le magasin. Et donc il y a quelqu'un de la centrale d'achat qui me dit bon voilà, tu tournes en rond, viens me voir, j'ai une mission pour toi. Et c'est quelqu'un en tout cas qui faisait un test, il testait un nouveau mobilier et il me demandait un coup de main. Et du coup je me suis renseigné, il me dit en fait je suis au service merchandising, et puis en fait on a parlé pendant une demi-heure, puis pendant 1 heure, et puis ensuite j'ai envoyé mon CV, puis je suis devenu son stagiaire, puis son alternant, puis j'ai été embauché. Et en tout cas c'est quelqu'un qui qui est nourri de passion du merch et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Voilà comment ça s'est fait. Trop bien. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Concrètement, c'est quoi que t'aimes? Alors j'ai toujours été animé par à la fois l'aspect stratégique. Voilà, comment je comprends mon client, comment je fais des stratégies merch que je rends et que je traduis d'un point de vue merchandising. Et puis de l'autre côté, c'est très opérationnel. Voilà. Je mets des produits sur de la gondole, j'installe du mobilier, je passe du temps en surface avec les clients, je discute beaucoup avec les équipes. Donc vraiment, ce qui me plaît dans ce métier, c'est cette double compétence.
c'est à la fois d'être dans les nuages et dans la stratégie, et d'être sur le carrelage et l'opérationnel, et d'échanger. Ok. Et c'est quoi le process pour mettre en place un bon, je sais pas si j'ai la bonne formulation, mais pour mettre en place un bon merchandising? C'est une très bonne question, Charlotte. Non, mais c'est hyper dur. Enfin, j'ai toujours du mal à donner un process. Je pense qu'il y a un vrai point de départ, c'est avoir les idées claires. C'est très bête, mais enfin, avec un collègue, on disait toujours si c'est flou à l'entrée, il y a une connerie à la sortie. Et c'est un petit peu ça, tu vois. Si on n'est pas clair sur son orientation stratégique, sur ses objectifs, derrière, je peux pas bien le décliner d'un point de vue merchandising, et surtout de trouver les bons outils et la bonne expression du produit dans le rayon. Et donc, derrière, ça veut dire pas la bonne pédagogie, ça veut dire peut-être pas le bon mobilier, ou peut-être pas les bonnes clés d'entrée. Donc, c'est vraiment, je pense, le point de départ, c'est savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut exprimer. Deux, c'est trouver les bons outils merch. Est-ce que c'est de la pédagogie, prendre de la parole en rayon? Est-ce que c'est plutôt de la démarche pour aller chercher de la performance? Est-ce que c'est valoriser des produits? Est-ce que c'est faire du visuel merch? Bref, tu vois, le panel, il est extrêmement large. Voilà. Et tout ça dans la finalité de forcément toucher aussi le bon client. C'est absolument dingue ce que tu dis, parce que tu vois, moi j'associe le merchandising, pour le coup c'est un milieu que je connais mais de loin. J'ai fait des études en commerce international, donc voilà, j'ai eu des cours, j'ai eu plein de choses, mais c'est pas un sujet que j'ai creusé, parce qu'en vrai c'était pas un sujet qui me bottait au départ, la grande distri et puis la distribution de manière générale en fait. Mais en fait, quand tu me dis merchandising aujourd'hui, j'ai juste, entre guillemets, l'impression que tu vas m'aider à trouver ma boîte de cornichons, quoi. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Tu parles de pédagogie, tu parles de stratégie, tu parles de prise de parole du produit, tout ça. Alors qu'en fait, toi, client, quand tu vas faire tes courses dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quel magasin, que ce soit de la grande distrie, des petits commerces, ce que tu veux, tu le vois pas, tout ça. Ouais. Vraiment, tu vois, le merchandising, c'est un peu un langage silencieux du magasin. Quand tu vas faire tes courses, et que je prends toujours un exemple qui est très basique, mais tu vas acheter un paquet de pâtes. Bon, rarement tu vas poser la question à un vendeur, sauf si vraiment t'arrives pas à trouver, mais qu'est-ce que tu vas chercher en premier? Et est-ce que tu viens chercher une marque? Est-ce que tu viens chercher entre guillemets un quartile de prix, donc tu rentres plutôt par le prix? Est-ce que tu viens chercher aussi une typologie de pâtes? Est-ce que tu cherches d'abord des spaghettis ou des je sais pas, des coquillettes? Donc voilà, tu vois, tout ça, c'est les clés d'entrée, et c'est déjà une première étape du merchandising. C'est comment tu organises ton rayon, et puis après c'est par quoi et par quelle étape tu fais passer ton client pour qu'il puisse trouver le produit, ou du moins l'orienter sur les produits que toi tu as envie de vendre. Eh ben, il me tarde que tu nous en dises encore plus là-dessus. Mais avant ça, on va parler de toi, client, du coup. Toi, client, qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce qui t'insupporte quand tu achètes quelque chose? Écoute, alors je me rends compte que je suis de plus en plus, enfin c'est pas de plus en plus exigeant, pardon, mais c'est de moins en moins patient en magasin. et je pense que déjà un rayon qui est mal organisé, qui est mal pensé, déjà ça me fait câbler. Mais vraiment, si je dois lire, en tout cas si je dois mettre de l'énergie pour trouver un prix, trouver mon produit, que je dois mettre en tout cas de l'effort pour comprendre de ce qu'on me propose, déjà ça c'est un premier irritant, je décroche, et puis c'est déjà une première rupture pour moi. Et autre chose, et j'ai encore fait l'expérience hier, c'est le fait, en tout cas c'est la dimension humaine. Si j'ai besoin de quelqu'un, que je le trouve pas, que je suis obligé d'attendre, et ça a été le cas hier, tu vois, j'ai attendu quelqu'un pendant 10 minutes, une demi-heure. Voilà, c'est pas la même proportion. Non, mais voilà, si juste attendre une demi-heure, avoir en tout cas fait des pieds et des mains pour poser des questions, et avoir été chercher quelqu'un et pas avoir mon conseil, je décroche encore plus. Voilà. Ouais, galérer quoi. De manière générale, c'est la galère qui te hérisse le poil. Ouais, mais tu vois, il y a un mois ou deux, je veux acheter un jeu de société. Je vois qu'il est quand même en rupture parce qu'il était un peu demandé.
Je regarde le stock en amont pour éviter de me déplacer. Je vois qu'il y a du stock, donc c'est top. J'arrive dans cette enseigne de loisirs créatifs. Je sais qu'il y a du stock. Et ben en fait, tu vois, le geste métier, il était pas bon puisque bah du coup le stock était faux. Donc ils avaient pas fait la mise à jour, ils avaient pas fait le point sur leur stock. Donc voilà, j'ai traversé la ville, j'ai pris du temps, j'ai fait un effort. J'ai encore perdu du temps parce que bah du coup j'ai demandé à 2 personnes, ils savaient pas, ils ont été en réserve, ils ont fait le tour du magasin avec moi pour trouver le produit. Pour au final me dire bah le stock est faux. Ah ouais, pas Hyper ouf. hyper hyper décevant quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, t'es reparti sans ton jeu. Ben, je suis reparti sur mon jeu, mais on aurait pu me dire, bon, ok, on va trouver une solution, peut-être on peut regarder sur Internet, je peux peut-être essayer de vous bloquer sur un autre magasin, on va trouver une solution. Non, non, c'est Non. pas bad. Ok. Point. Ouais, Alors, ça, c'est dingue parce que l'erreur humaine, elle existe, on le sait, voilà, ils peuvent se planter, mais punaise, tu trouves une solution, quoi. ouais, voilà, c'est Ils t'ont même voilà, pas c'est toujours le proposé un autre jeu, un autre magasin, rien du tout, t'es reparti sans rien. ouais, voilà, mais c'est ça. Ok. Mais, tu vois, toujours derrière, je pense l'expérience client, il y a le côté homme, enfin avec un grand H, Ouais, mais vraiment bien sûr. geste métier. Et voilà, c'est à la fois le bon sens du commerce, c'est comment garder le contact, comment bah quand même trouver, proposer une solution, et puis bah, tout le travail en amont, enfin le bon geste métier de bien gérer ses stocks, d'être ok là-dessus. Et t'es reparti total frustré, quoi. Pas fou, pas fou, pas Et fou. ben je suis reparti totalement frustré, et puis bah comme je pense beaucoup de clients, j'ai commandé sur internet Et sur c'est ça. l'enseigne concurrente. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, t'as fait quoi, toi, en tant que client, pour avoir ton jeu? Bah, tu l'as commandé ailleurs, quoi. Bah voilà, et c'est dommage, c'est dommage. Et du coup, ça veut dire quoi pour la prochaine fois que tu veux acheter un jeu? Comment tu vas faire? Eh bien, écoute, je vais arrêter de... En fait, non, je vais m'écouter. C'est que je sais systématiquement que quand je regarde sur le site internet et que je vois le niveau de stock inférieur à 2 voire 3, je ne me déplace pas. Parce que je sais pertinemment que c'est soit le stock du modèle d'exposition, soit c'est un stock qui est pas à jour et qui est faux. Voilà. Et c'est Ok. tout le temps comme ça, tout le temps. J'ai encore fait l'expérience hier. Et je me suis pas écouté et je me suis fait avoir encore une fois. Et voilà, donc note à toi-même, t'écouter, toujours Ouais, voilà, t'écouter. c'est ça. Bon, et est-ce que tu peux nous faire un top 3, alors un top 3, je sais pas si t'en as 3, mais au moins un top 1, de tes pires expériences en rayon? Toi qui es du métier, du coup, j'imagine que tu dois avoir quand même des exemples de mauvaises pratiques. Ouais, j'ai des exemples. Alors, on balance pas les noms, évidemment. Hein. Ouais, non, bah, tu vois, une fois, je discute avec quelqu'un devant un rayon, et je dis, mais c'était sur des figurines, tu sais, les majorettes, les Ouais. petites voitures. J'ai dit, bah écoute, je comprends pas ton rayon. Tu peux m'expliquer comment tu l'as organisé et comment tu fais pour que le client s'y retrouve. Il me dit, non, moi, je l'ai pas du tout organisé comme ça. J'ai regardé tous les codes barres. Je dis, d'accord. Et donc j'ai trié mes voitures et je les ai implantées dans le rayon par code barre croissant. Donc il prenait tous les codes barres et donc en fait ça avait ni queue ni tête. Ton client jamais il vient chercher un code barre ou il cherche le code EAN. Donc voilà, donc ça c'était la première erreur, c'était implanté comme ça. Il y a 15 jours, j'ai fait une formation et tu vois, on était face au rayon. Donc pareil, j'ai dit bah comment, si vous mettez à la place du client, qu'est-ce qu'il vient chercher? C'était pour c'était des jeux, voilà, c'était tout ce qui était voiture téléguidée, drone, etc. Et en fait, ils disent bah nous on a implanté par marque. Là, on a fait cette marque Intel, notre marque là, voilà, et on a fait des gros pavés et on a implanté notre rayon comme ça. Je dis ok. Mais toi, client, qu'est-ce que tu viens chercher si tu veux ça? Il dit, bah moi, je veux soit un drone, soit une voiture téléguidée ou un bateau téléguidé. Donc voilà. Donc là, tu vois, pareil, c'était pas la bonne clé d'entrée. Et donc ils ont retravaillé ça juste après. Ça avait beaucoup plus de sens. Donc voilà, tu vois, souvent le top dans les top erreurs, c'est soit mal implanté parce qu'on n'a pas pensé à son client et on n'a pas trouvé la bonne clé d'entrée d'usage du client. Soit on a aussi pensé à son confort au quotidien, en disant bah tiens, pour moi c'est plus simple d'implanter, de trier par code barre, mais du coup c'est complètement déceptif pour le client. Voilà. Ouais. Ouais, après, c'est toujours pareil, c'est un curseur à mettre entre, de manière générale, que ce soit en merchandising ou en entrepreneuriat, j'ai envie de te dire de manière générale, c'est mettre le curseur au bon endroit entre le client et puis toi, quoi, et puis le business. Donc, c'est compliqué aussi, hein.
Ouais, et puis bah souvent, tu vois, quand je discute avec des clients, qu'on est face au rayon, en fait, tu te rends compte que ils ont aménagé un rayon ou ils entretiennent un rayon par rapport aussi à leur facilité à Et eux. ouais. En disant bah tiens, c'est plus simple comme ça parce que je peux mettre plus de stock. Ouais, mais du coup, il y a tellement de produits que tu peux pas l'attraper sans tout faire tomber. Donc c'est toujours pareil, c'est à la fois faciliter le travail au quotidien, mais surtout être focus client et shopper. Et ouais. Et tu parles beaucoup de jeux de société, j'adore, moi c'est un domaine qui me parle grave aussi, puis j'ai accompagné, quand je me suis lancée, j'ai accompagné une boutique de jeux de société aussi, donc trop bien. Ça me permet de rebondir là-dessus. Je suis jeu de société, je suis jeu de société, je suis magasin de jeux de société, boutique, Ouais. et je veux organiser ma boutique, mon merchandising. C'est quoi les bonnes pratiques, par quoi je commence, à quoi il faut que je réfléchisse? Ben, quelle est en tout cas ta clé d'entrée? Est-ce que tu veux accompagner ton client par âge et faire en tout cas des structures de rayons et monter en âge, par exemple les jeux pour les tout petits, les jeux ados, les jeux famille, tu vois, ça peut être ça. Ou alors tu es vraiment en positionnement de spécialiste et tu veux rentrer par grande catégorie, c'est-à-dire les jeux de famille, les jeux d'ambiance, les jeux de stratégie, voilà. Donc ça peut être aussi une possibilité. Ou alors t'es vraiment un puriste du jeu de société et t'implantes tout à la marque parce que tes clients, bah voilà, ils connaissent, ils Ouais. savent l'éditeur. Voilà. Toi, déjà chercher cette bonne clé d'entrée, c'est un premier pas. Et puis après, c'est aussi, je pense, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement puissant dans les jeux de société, c'est la vie. Et tu vois, le coup de cœur, la petite note en disant bah voilà, c'est le coup de cœur de Charlotte, voilà pourquoi Charlotte a choisi ce jeu-là, parce que bah je sais pas, elle a joué avec ses enfants et puis ça apprend, je sais pas, ça apprend la coopération, etc. Moi, je trouve que ça c'est un outil hyper puissant en rayon et c'est une vraie force. Enfin, c'est comment tu rends visible et physique un avis Google ou un avis sur ton site internet. Je trouve ça génial. Ouais, bah, je rebondis parce que moi, il y avait c'était pas la boutique de jeux de société, pour le coup, c'est la librairie à côté de chez moi qui a fait ça, et que j'avais jamais vu ça ailleurs, et j'avais trouvé ça absolument dingue. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des petits post-it dans les livres, le coup de cœur de un tel, ils étaient 3 ou 4 dans la boutique, le coup de cœur de machin, et pourquoi, en fait, il y avait juste un petit topo écrit à la main en disant, ben voilà pourquoi j'ai adoré ce livre, et j'ai trouvé ça, mais exceptionnel. Parce que tu arrives et t'es pas perdu, en fait. Tu sais si tu as besoin de recommandations. Déjà, elles doivent gagner du temps, parce qu'en fait, elles doivent avoir moins de gens qui viennent les embêter pour leur demander, enfin les embêter entre guillemets, c'est leur métier, mais qui viennent les déranger, mine de rien, dans leur activité, pour leur demander des conseils, parce qu'en fait, elles les donnent en amont. Et j'avais trouvé ça dingue. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est vraiment une belle preuve du merchandising, c'est comment tu fais en sorte que ton produit puisse se vendre tout seul. Et tu vois, le produit il parle, mais il va parler seulement si tu lui donnes la bonne place et les bons outils. Donc si tu le mets au bon endroit et qu'en plus tu lui donnes un coup de cœur ou la petite affiche pour entre guillemets le faire surbriller, le faire sortir comme ça du rayon, derrière ça transforme. Trop bien. Ouais, comme quoi c'est une vraie. Je te dis, on se rend pas compte quand on est client, je pense, mais c'est une vraie stratégie. Et puis encore une fois, tu vois, c'est rigolo ce que tu dis parce qu'il y a le client au départ. Tu l'as dit, c'est à qui tu t'adresses et puis qu'est-ce que tu veux mettre en avant. Tu t'adresses à un public familial, effectivement, peut-être qu'il va falloir mettre en avant tous les jeux des gamins par âge et compagnie. Ouais. Ok, bon. Et toi, du coup, puisque toi, t'as pas de boutique a priori, mais tu t'intéresses, j'imagine, au sujet de l'expérience client, sinon tu serais pas là. Est-ce qu'il y a Ouais. des choses que tu as mis en place pour tes clients à toi? Écoute, alors moi je suis en lancement d'activité, donc j'ai eu un exemple hein, tout de suite. Je trouvais que c'était une belle preuve, en tout cas, d'écoute client. C'est à la fin de chaque accompagnement, pardon, je fais un rétex. Voilà, vraiment, je leur demande ce qu'ils ont apprécié, comment ils définissent mon accompagnement, et surtout qu'est-ce qui leur a manqué. Et je trouve ça extrêmement sain. Alors des fois, oui, c'est dur, en tout cas, qu'on te dise qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais en fait, c'est vraiment sain. Et il y avait, voilà, dans un des accompagnements, un retour en me disant, bah, Adrien, en fait, on partage tellement de fichiers, on a tellement de fichiers lourds qu'il faut arrêter les WeTransfer parce qu'en fait, à chaque fois, je suis à la bourre et tu passes ton temps et on passe notre temps à louper la deadline des WeTransfer. Donc
Je pense qu'il faudrait vraiment un outil pour échanger. Et voilà. Et j'ai trouvé vraiment un système de cloud qui est ultra fonctionnel, qui permet de déposer, de travailler en collectif là-dessus. C'est très bête, mais j'y avais pas pensé et j'étais encore à l'ancienne à faire des WeTransfer. Et si j'avais pas fait cette démarche de rétex et d'écouter mon client, et ben j'aurais continué en tout cas à partir sur cette solution. Donc ça m'a vraiment aidé à améliorer mes process. Voilà. Donc l'écoute client et en tout cas le rétex systématique de chaque accompagnement, il est top. Bah, c'est du détail, mais en même temps, c'est ce qui t'aide à offrir une expérience qui est fluide et qui est voilà, où il y a pas de point de friction, il y a pas de frustration, il y a pas de trucs qui sont chiants, parce qu'en vrai, c'est ce qui se passe, tu vois, c'est pas grave faire des WeTransfer, mais à chaque fois, être obligé d'aller demander de renvoyer le fichier parce que t'as loupé la deadline, c'est relou pour tout le monde, tu vois. C'est ça. Et vraiment, ouais, c'est beaucoup plus fluide. Et puis j'apporte, enfin tu vois, je suis vraiment en apport de solutions, voilà, en disant bah voilà, on va travailler de cette façon avec ma méthodologie, et en plus j'ai tout de suite des outils qui sont prêts, donc voilà, on gagne du temps, mais voilà, j'étais tellement la tête dans le guidon que si j'avais pas fait ces rétex en fin d'accompagnement, bah, j'aurais pas fait évoluer tout ça. Et tu les fais sous quel format? C'est un Google Form avec des questions voilà type, et puis voilà, ça me permet en tout cas de centraliser tout ça, puis d'avoir des feedbacks constructifs. Trop bien. Et comment tu le vis quand tu as du feedback positif ou négatif d'ailleurs, hein, les deux? C'est pas facile, on le sait. Des fois, c'est très cool, mais c'est toujours la surprise. Hein. Pour moi, la première, tu vois, quand tu reçois une réponse à un formulaire comme ça, il y a de l'émotion qui rentre en jeu. Ouais, bah écoute, le positif, bizarrement, il est quand même plutôt cool à accepter. Mais non, le négatif, j'avoue que c'est toujours compliqué, parce que je prends oui forcément les choses très à cœur, et puis je le prends personnellement. Mais voilà, c'est toujours charge à moi de prendre de la hauteur en me disant bah voilà, c'est dans un but en tout cas d'amélioration continue. C'est aussi fait en bienveillance, donc il faut que voilà, à chaque fois je passe de ok, j'ai fait ça mal. Donc ça me frustre, je passe de ok, en fait non, c'est super, c'est un super élément pour m'aider à aller plus loin et d'être encore plus performant. Donc voilà, il me faut juste quelques minutes pour passer de l'un à l'autre, mais finalement c'est plutôt vertueux. Trop bien. Et tu fais un retour à ton client là-dessus, sur son retour, le retour du retour? Ouais, je lui ai fait un retour. Là, pour le coup, j'ai dit, bah écoute, tu vois, il y a quelques semaines, tu m'avais fait un retour et je t'en remercie. Tu m'avais pointé du doigt ce côté échange de fichiers qui était extrêmement lourd. Bah regarde, j'ai trouvé une solution grâce à toi. Et voilà, donc je trouve ça, comme je suis beaucoup dans la co-construction, je trouve que c'est aussi une belle occasion de montrer que ça va pas que dans un sens. Ouais, c'est important, je trouve, de dire, enfin, au-delà de tiens, je te demande le temps de me faire des retours et de me noter et de me donner des bonnes idées, c'est autant important du coup de faire la démarche inverse et dire bah regarde, tu m'as fait un super retour, je t'ai écouté, j'ai pris le temps et j'ai fait évoluer ça grâce à toi. C'est tellement important, ça fait tellement toute la différence d'un point de vue. Déjà, personne le fait, donc tu vas passer pour un gars qui prend ses clients dans la peau, en fait, hein, vraiment, parce que personne le fait. Donc je pense que ça fait vraiment la différence. Ouais. Et puis ça, voilà, ça valorise le client, ça l'encourage à recompléter un formulaire potentiellement si tu lui en donnes un autre, parce qu'à un moment donné, compléter des formulaires où voilà, il se passe rien derrière, c'est pas très agréable pour personne. Donc ça fait toute la différence, ouais. Ouais, non. Bravo. Est-ce qu'il y a une marque que tu trouves cool ou même exemplaire au niveau expérience client? Est-ce qu'il y en a une qui te pop là dans la tête? Forcément, alors sur mon domaine d'activité, Decathlon ressort souvent en référence, et je les trouve très forts là-dessus, sur comment le parcours client, la façon dont ils abordent leur rayon, la façon dont ils sont aussi agiles en commerce et sur l'offre locale. Donc l'expérience client, elle est toujours dingue d'un point de vue merch chez eux. Et voilà. Il y en a une aussi que je trouve incroyable, c'est les magasins Rituals. Okay. Je l'explique pas et c'est pas la première fois que j'en parle, mais
dès que je rentre dans un magasin, ils arrivent toujours à me capter. Je sais pas si c'est le fait d'avoir cet univers, ces odeurs, si c'est le fait que dès le départ, on vient m'accueillir, on me demande comment ça va, on me dit bah venez, on va se laver les mains parce que vous avez fait un peu de gel hydroalcoolique. Justement, monsieur, vous avez vu, on a une petite nouveauté, qu'est-ce que vous en pensez? Je les trouve incroyables là-dessus sur l'expérience client, je les trouve vraiment forts et à chaque fois ils me cueillent. Donc si et je sais qu'ils nous écoutent, je ne viens plus chez vous parce que vous me faites trop dépenser, mais Évidemment qu'ils nous écoutent. bien sûr. Non, je les trouve très très pertinents sur l'expérience client une fois que je franchis la porte du magasin. Ouais. Ok, je connais moins, tu vois, l'expérience chez eux. Par contre, Decathlon, mais du coup, je testerai. Par contre, Decathlon, c'est rigolo parce que j'ai fait une newsletter, une étude de cas il y a quelques semaines à peine. Je les trouve dingues. Et ils ont un truc qui, moi, m'a grave marqué, hormis l'expérience globale qui est dingue, c'est que je suis allée faire un tour sur leurs offres d'emploi Ouais. sur leur site. Et en fait, ils mettent juste le client au cœur de tout. Ils ont dit une phrase qui m'a tuée, qui m'a achevée. Ils ont marqué « créer de la préférence chaque jour ». Et en fait, j'ai trouvé cette phrase extrêmement parlante parce qu'en fait, ça veut dire que dans chacune de leurs actions au quotidien, ils font l'effort d'être celui qu'on choisit. Et ça, je trouve ça tellement puissant, ça fait tellement toute la différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client va se poser la question « Ok, il faut que j'aille acheter un truc en fait, ils font en sorte que tu les choisisses à chaque fois. Et ça, mais c'est... voilà, j'ai trouvé ça absolument dingue. Dans toutes leurs actions, dans tout, en fait, quand tu compares deux boîtes, tu vas aller choisir Decathlon. Et je trouve ça fou. Ah ouais, non, mais ils sont tellement focus clients qui sont imbattables là-dessus et tu vois, souvent je me dis que l'expérience client, ça commence bien avant le passage en caisse. Ça commence au rayon, voire avant même, dès la démarche d'aller en magasin. Et eux, ils ont tout compris. Ils sont déjà dans cette démarche-là, donc ils sont extrêmement, extrêmement pertinents. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça commence vraiment au départ, ça commence partout en fait. Moi aujourd'hui, j'en suis, pourtant je suis pas une grande sportive, mais j'en suis, t'as besoin d'un conseil sport, nutrition, ce que tu veux, tu vas voir sur le site de Decathlon, ils ont tout, donc t'as même pas sorti ta carte bleue en fait. Ils ont absolument tout, ils ont un blog qui est ultra qualitatif, ils ont des conseils de personnes spécialisées, enfin c'est juste génial. Tu veux trouver un bon produit, tu sais que la marque Decathlon, en général, ils ont quand même des produits qui sont très très cool, qui ont un super rapport qualité-prix. Tu sais qu'en boutique, à choisir entre Decathlon et un autre, tu vas être bien accueilli, tu vas être conseillé, ça va aller vite, c'est fluide, c'est tout ce que tu veux. Tu sais que le SAV, il déchire. Enfin, je veux dire, tu sais qu'à chaque étape, en fait, c'est juste les meilleurs. Et je trouve ça dingue. Ah non, mais pour moi, c'est la preuve par l'exemple de écouter le client et vous avez tout gagné. Et j'ai une petite expérience aussi là-dessus. Enfin, tu vois, j'ai un truc là comme ça qui me revient. Dans une ancienne vie, donc je travaillais chez Cultura et j'étais en charge en tout cas de l'univers enfant, des produits créatifs. Et donc, une fois par an, tu fais le rôle de Père Noël, c'est-à-dire que tu viens sélectionner les produits qui vont être du coup mis en avant pendant la période de Noël. Et donc moi, je passais quelques mois à sélectionner les produits, etc. Et à un moment donné, je me dis je vais aussi faire intervenir les enfants. Et donc je faisais ma sélection. On l'échangeait en plus donc avec des gens en magasin qui m'aidaient à affiner de leur point de vue. Et on faisait une après-midi où je faisais venir les enfants des collaborateurs. Dire voilà, il y a une somme de produits, voilà, découvrez-les. Vous passez en plus, voilà, c'était avec les parents, donc ça faisait une petite après-midi parents-enfants dans les bureaux. Et du coup, les enfants testaient les produits, puis à la fin, ils pouvaient aussi donner leur avis et leur coup de cœur. Donc ça me permettait en plus d'ajuster mon offre avec pas que du coup les parents qui passent en caisse, mais aussi avec le consommateur final, donc les enfants. Trop bien, c'est génial. Comme tu dis, il y a vraiment cette question du consommateur final aussi, tu vois. Parce que moi, j'en viens aujourd'hui à dire à pas mal de personnes que j'accompagne, c'est qui ton client ? Parce que spontanément, c'est le parent, tu vois, c'est la personne qui paye qui va te venir en tête. Mais en fait, les autres utilisateurs sont tellement importants. Tu vas avoir le consommateur final, tu vas avoir le prescripteur potentiellement. Tu vois, il y a plein de gens à qui il faut s'adresser aussi et que ça peut, qu'il faut toucher en fait.
Et Ouais, c'est pas évident parce que forcément, t'as plusieurs clients, plusieurs personas à étudier, mais ça exactement. n'empêche que ça fait toute la différence, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il faut vraiment être très clair sur son persona et en fonction de son persona, d'être clair sur son objectif et la tactique à aborder. Et puis vraiment faire la démarche de, ok, j'ai un shopper, donc vraiment la personne qui passe en caisse, de mon user, donc la personne qui viendra consommer, utiliser le produit. Et parfois, bah, c'est pas les mêmes personnes, donc il faut vraiment passer un peu de temps pour bien comprendre ses clients. Ouais, et puis en plus, au-delà de ça, les enfants, c'est juste des prescripteurs assez dingues. C'est fou. En fait, je sais pas si t'as des enfants, toi, mais voilà, enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, c'est eux qui décident, tu vois. Quand ils ont vécu un truc assez dingue, qu'ils ont envie d'y revenir, bah, ils te harcèlent pour qu'on y retourne. Donc, bah, tes parents, tu te plies au truc et t'y vas, quoi. Eh oui, t'achètes un peu de tranquillité, quoi. Exactement. Donc, certes, c'est pas eux qui payent, mais c'est des décideurs de fou. Donc, je pense que les Ouais. enfants, vraiment, c'est... tu touches à la famille, tu touches à l'émotionnel, et puis ils ont un pouvoir de persuasion assez dingue. Ouais. Donc ça marche, c'est grave, il faut pas les négliger. Ok. Ok. Donc toi, on a parlé rapidement de ton expérience client à toi via les retours d'expérience que tu fais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience client à toi? Mon sur Celle que tu offres à tes clients. Est-ce ah qu'il y a des choses que tu fais? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu travailles? Comment ça se passe? Tout. ouais, ben alors j'ai plein de choses à te raconter. Tu vois, c'est important pour moi en termes d'expérience client d'apporter en tout cas ma vision, ma méthode, mais surtout d'être extrêmement agile parce qu'en fait chaque client pour moi est complètement différent. Il y a toujours un socle, c'est-à-dire la méthodologie merchandising, mais je dois en tout cas leur proposer, leur apporter une vraie adaptation parce que bah, c'est jamais les mêmes typologies de clients finaux, c'est jamais les mêmes process. Donc mon expérience client, elle est vraiment là-dessus sur voilà, j'arrive avec un socle de méthodologie et d'outils. Par contre, on va l'adapter ensemble et on viendra en tout cas piocher et s'adapter en fonction de notre avancée de projet. Et l'autre expérience client que j'apporte, c'est je mets vraiment un point d'honneur à donner de la visibilité. Je suis vraiment dans la co-construction, mais par contre, je jalonne tout projet avec de la visibilité et j'hésite pas à montrer un peu les coulisses et dire voilà où j'en suis et voilà ce qu'on va faire sur la prochaine étape et ce qu'on va valider. Parce que voilà, je suis sur un métier qui est technique et qui a quand même des résultats magasins, ça se voit. Donc c'est important en tout cas que mon client puisse voir un peu l'avancée du projet, ça le rassure, et puis bah aussi qu'il puisse donner son avis et qu'il puisse aussi rechallenger certaines choses. Voilà, j'ai pas de guerre d'ego là-dessus. Voilà, je suis vraiment open source dans mon travail et puis l'important en tout cas c'est d'être agile et de penser au client final. Voilà. Ouais, et puis de bien communiquer et de faire preuve de transparence quoi, avec le client. Exactement. Ok. Il y a des sujets sur lesquels tu es en train de bosser. On sait tous, encore une fois, moi la première, hein, qu'on a des choses à améliorer, à peaufiner. Il y a des choses sur lesquelles tu sais que tu es un peu moins bon là-dessus? Ouais, je suis quand même parti sur énormément de choses. Et donc là, j'essaye plutôt de me recentrer. Tu vois, j'ai créé mon site internet, j'ai fait mon podcast, voilà, j'ai mon LinkedIn. Donc là, mon gros sujet de cet été, bah, finalement, c'est d'arrêter d'avoir enfin, tous ces différents canaux, c'est vraiment d'aller chercher à les unifier et bah, du coup de proposer une expérience client unifiée et voilà une cohérence entre tous ces canaux. Donc voilà, donc ça c'est un gros sujet. Et après, j'ai pas mal de sujets qui sont, bah voilà, comment bien améliorer en tout cas mon tunnel de vente, comment bien recréer en tout cas mes process. Voilà, tu vois, j'ai testé plein de choses avec mes clients là sur cette première année. Je pense qu'il est temps un peu là de me restructurer et de réajuster pas mal de choses. Donc voilà, c'était une année de bêta test. Et, voilà, maintenant charge à moi de profiter de ces temps calmes pour rentrer encore plus dans de la structuration. Focus, structuration. Ouais. Je rigole parce que c'est exactement mes sujets à moi aussi du moment. Ça, bah, Je viens de discuter là pour tout te dire juste avant qu'on démarre cet enregistrement. Je viens d'échanger avec ma
partenaire de responsabilité, business friend, appelle ça comme tu veux. Et je lui ai montré mon schéma d'acquisition et elle m'a regardé, elle m'a dit t'es gentille, mais non, c'est beaucoup trop compliqué. C'est plus simple, pourquoi tu fais ça? Voilà. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que je pense que, et je lui ai répondu, j'ai répondu mot pour mot, écoute, parce que j'ai envie de tout faire en fait. J'ai pas du tout envie de faire des choix. C'est pas tant de la peur de rater quelque chose, c'est pas tant voilà, c'est vraiment, j'ai envie en fait, ça me plaît d'avoir un podcast, ça me plaît d'avoir une newsletter, ça me plaît de faire des lead magnets, ça me plaît de faire du gratuit, ça me plaît d'avoir un joli site internet, ça me plaît, voilà. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, et puis c'est dur, tu vas aller sur tout parce que tu estimes que tout est important et finalement tu te disperses, tu t'éloignes peut-être aussi de ta priorité finale. Donc voilà, donc tu vois là dans mon bureau, j'ai bien remis mes 3 objectifs de cette année et à chaque fois que j'ai un sujet, je regarde ce tableau que je ne peux plus voir, mais je me dis tiens, ce que j'ai décidé là, vraiment, est-ce que ça nourrit un ou deux de ces objectifs? Et si c'est pas le cas, j'essaie de le mettre de côté, de pas l'oublier, mais voilà. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. C'est quoi, tu nous as dit expérience client unifiée, c'est quoi que tu veux dire par là? Alors pour moi l'expérience client unifiée, c'est que en tant que client, quand je vais dans un magasin, je veux que, en tout cas, j'estime et on doit me proposer la même expérience que sur un site internet ou sur d'autres lieux physiques. Donc voilà, l'expérience client unifiée, c'est faire en sorte que mon rayon ce soit pas juste un canal à part, que voilà, c'est vraiment un support de promesse de la marque, que un point de vente, il peut être en physique, mais je dois en tout cas essayer d'avoir la même expérience sur le site internet. Voilà, en tout cas, voilà, c'est proposé, et quel que soit mon point de contact, j'ai toujours la même expérience, voilà, et la même exigence auprès de mon client. Ok, donc c'est une expérience multicanal cohérente en fait, c'est ça? Exactement. Et bon, si je transpose à moi, c'est finalement mon expertise, mon accompagnement, qu'on retrouve le même ADN sur mon podcast, le même ADN sur LinkedIn ou sur mon site internet. Voilà, en tout cas que ce soit cohérent, voilà, quel que soit le canal de diffusion. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi? En fait, tu peux pas avoir deux vitesses. Tu peux pas avoir un super site internet qui donne envie, sur lequel tu as du contenu, des avis, un truc incroyable, et tu dis ok, c'est top, j'ai envie de voir le produit, j'ai envie de le tester. Puis tu arrives en magasin, puis c'est juste dégueulasse. Ton rayon, il est pas, il est mal construit, ou alors t'as un vendeur qui est pas aussi expert que ce que tu as pu voir sur le site internet. Donc t'as un décalage. Et alors du coup, soit t'es vraiment convaincu et t'as vraiment de l'appétence forte pour cette marque et c'est pas grave, soit ça ne l'est pas, et puis du coup c'est hyper déceptif, et entre l'image que tu t'es faite et l'image perçue et l'image reçue, t'as juste un décalage énorme, et là je trouve ça extrêmement déceptif pour le client dans son expérience. Tellement. Je te pose la question évidemment pour avoir ton avis, mais je ne peux que te rejoindre là-dessus. C'est grosse source de déception en fait. Quand je veux dire, tu vas dans un McDo, tu t'attends à avoir un Big Mac, tu vas dans un autre McDo, c'est pas le même. Déjà rien que ça, c'est pas possible. Tu vas chez Decathlon, c'est pas la même expérience dans une boutique sur le site internet ou dans une autre boutique. Enfin, c'est juste pas possible quoi. Ouais, et puis je l'ai eu avec des clients que j'accompagnais. Voilà, t'as une démarche qui est inscrite. T'as une ADN forte, ok, et par contre en magasin t'es pas du tout là-dessus, et donc toute la réflexion parfois qu'ils font en amont, la réflexion marketing est très bien construite, la communication est top, par contre en rayon c'est implanté n'importe comment, et donc ce côté premium qu'ils ont dans leur positionnement, tu le retrouves pas du tout dans leur magasin ou chez les clients, et donc hyper déceptif. Carrément. Et c'est quoi du coup pour toi un merchandising premium justement? Si t'as un joli site et tout ça, concrètement, qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ton magasin pour que ça se ressente? En tout cas, il doit être premium dans le mobilier, en tout cas qu'il soit calé, dans ton implantation, c'est-à-dire que on doit ressentir que tu as écouté tes clients, et que voilà, le rayon est bien construit, il soit bien pensé, qu'il y ait en tout cas moins d'hésitation, c'est plus d'achat,
et donc plus de satisfaction. Et puis un merchandising premium, c'est pas juste des produits qui sont posés sur un rayon, c'est aussi qu'est-ce que tu vas apporter de plus, comment tu nourris ton client dans son acte d'achat, avec alors, pas forcément des QR codes partout ou des télés, mais en tout cas que tu lui donnes la possibilité d'aller plus loin, de découvrir encore plus de choses, de tester le produit, d'avoir une petite information complémentaire, d'avoir de la pédagogie. Voilà, en tout cas, c'est pas juste poser des produits sur un rayon. Vraiment, pour moi, être premium, c'est un peu le fil rouge, c'est penser client, lui proposer des choses, l'accompagner. Ok, trop bien. C'est tellement intéressant. Je suis fan de ce sujet-là, tu vois, je vais peut-être aller le creuser d'autant plus parce que je suis extrêmement fan de ce sujet-là. Et j'aurais pas cru, en vrai. C'était pas un sujet sur lequel, je te l'ai dit, mais c'était pas un sujet sur lequel je m'étais vraiment penchée au départ. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses derrière, quoi, donc c'est fou. C'est vraiment un outil qui est pas connu ou qui est méconnu et qui est étrangement, tu vois, quand t'es dans un magasin, tu vois les produits, tu vois les rayons, mais du coup, tu penses pas au merchandising. C'est vraiment, il y a un côté invisible, technique merch, c'est invisible, mais c'est juste la traduction de toute ta stratégie, de toute ton orientation commerciale. Ça se transforme à un moment donné dans le rayon et au niveau du produit. Donc, c'est invisible, mais pourtant tellement important. Tellement. Et comment tu mesures le ROI de tout ça? Comment tu vois si ton merchandising il est réussi ou pas? Alors ça, c'est une excellente question, Charlotte, et c'est un point qui est extrêmement compliqué. Tu vas mesurer forcément la performance parce que tu vas avoir des progressions de chiffres, des progressions de marge. Tu peux mettre aussi en place des outils pour essayer de mesurer la visibilité des produits et si ton client en tout cas voit tes dispositifs, si aussi il rentre dans le rayon. Donc là, tu viens aussi mesurer les flux. Tu peux aussi mesurer la qualité et la force de ton merchandising avec des questionnaires, etc. Mais en tout cas, t'as plein de possibilités pour mesurer la performance. Par contre, derrière, c'est ça en tout cas la difficulté du merch, c'est que t'as pas juste une action merch. Derrière, t'as des notions de stock. Tu peux faire le plus beau des merchandising, le plus beau des rayons. Si ton stock est pas ok, du coup, t'as pas la performance. Donc, tu vois, tu dois aussi prendre ça en compte. Tu peux aussi avoir le vendeur. Si le fait de pas avoir eu le vendeur à côté ou qu'il soit très présent, du coup ça fait gagner du temps, ou à l'inverse ça fait perdre du temps. Donc ça vient aussi basculer aussi la mesure de ton merch. Enfin, vraiment il y a tellement de choses qui se passent que tu peux pas, et je trouve en tout cas c'est dur de mesurer uniquement le merch. Tu dois en tout cas prendre dans son ensemble. Voilà. Ouais, c'est comme quand tu parles d'expérience client de manière générale, c'est tellement large en fait que le ROI. Alors oui, t'as les chiffres évidemment, t'as la fidélisation, t'as le churn, enfin voilà, t'as plein de sujets et de KPI à mesurer, mais ça n'empêche que ça reste extrêmement large et donc c'est pas évident quoi. Ouais, exactement. Ok. Et c'est quoi que tu regardes toi quand tu vas bosser comme ça sur une boutique, sur un magasin? S'il y avait les 3 trucs à prendre en compte, absolument. C'est quoi? Est-ce que c'est le mobilier? Est-ce que c'est justement l'organisation, le stock? Est-ce que c'est les matériaux? Qu'est-ce que ce serait? Alors, il y a un des premiers éléments, alors je sais pas comment on peut le nommer, mais c'est essayer de voir la sensibilité, en tout cas des équipes, du magasin ou de la marque, etc., par rapport à son client. Okay. Tu vois tout de suite, en tout cas, si tu es avec des personnes qui sont là pour travailler, entre guillemets, leur ego, dans le sens où ils sont là parce qu'ils doivent faire un projet et ils veulent réussir le projet et du coup se mettre en avant. En tout cas, si tu vois que la démarche elle est pas faite pour répondre à ce que le client attend, tu sais que ça va être un point de friction. Ça part mal. Ouais. Donc déjà, tu vois, j'essaie un peu de mesurer ça. Et après, ce que je regarde beaucoup, c'est un peu tous les points de friction. Tu fais le tour de magasin et j'identifie en tout cas tous les points de friction visuels. Donc ça peut être des rayons qui sont surchargés, ça peut être du mobilier qui est au niveau du flux de clients et donc ce qui vient en tout cas limiter et ce qui vient empêcher le client d'aller voir le produit.
Ça peut être aussi toutes les frictions, on va dire, pareil, visuelles dans le rayon, des ruptures, la façon dont le rayon est organisé, tous les obstacles en tout cas. Voilà. Donc ça, je viens vraiment regarder ça. Et bon, après, c'est le troisième point que je regarde, c'est plutôt la performance chiffre. Voilà, donc c'est moins visuel, mais en tout cas, c'est de mesurer un petit peu et de passer du temps à regarder les chiffres, parce que souvent on me dit bah tiens, ce produit-là c'est une très bonne vente, ou alors ce rayon-là il cartonne, ou j'ai une zone dans le magasin qui est extrêmement pertinente. Et en fait, entre ce que tu perçois au quotidien parce que tu passes ton temps en magasin et la réalité des chiffres, bah parfois tu as un écart. Donc c'est bien en tout cas d'arriver et de prendre en tout cas cette hauteur et voilà, en tout cas de confronter tout ça, tous ces verbatims avec du chiffre. Ok, jolie stratégie, et c'est cohérent en fait. Tu vois, c'est hyper logique. D'abord, tu regardes le global, ce qu'ils veulent véhiculer, ce qui se passe dans la tête des gens en fait, de l'entreprise. Tu veux enlever les frictions, et puis ensuite tu vas regarder les chiffres. Enfin, je veux dire, c'est juste extrêmement logique. C'est très logique, c'est très basique, mais pour autant, t'as tellement la tête dans le guidon que tu t'en rends compte. On est d'accord, j'ai pas dit que c'était facile. Et tu vois, avec un client, là, il y a quelques mois, en fait, on fait le tour du magasin, tout ça, et voilà, point de friction, je vois, c'est un magasin de musée, de souvenirs de musée. Donc, t'avais un mobilier avec des magnettes. Et je lui dis, ça, c'est un point de friction. Là, je le vois tout de suite. J'ai fait le tour du magasin. J'ai vu que ça. Je suis persuadé que là où il est positionné, ça vient le limiter, parce que le client, il n'arrive pas à passer correctement dans le magasin. Visuellement, c'est pas beau. C'est surchargé. Donc voilà. Donc je l'avais mis tout de suite en top friction. Voilà. Et j'ai confronté les chiffres, j'ai regardé, et en fait, c'était la meilleure c'était en termes de rentabilité linéaire, c'était la meilleure zone. Enfin, en tout cas, c'est le mobilier qui crachait le plus. Donc, comment d'un point de friction, on en fait un point de force, et on en a découlé un plan d'action topissime, avec multiplier en tout cas l'offre dans les nez de caisse, retravailler le mobilier pour qu'il soit mieux intégré dans l'espace et dans l'espace général, et en tout cas qu'ils soient en cohérence avec l'architecture du magasin. Donc voilà, entre mon idée de départ en disant ce mobilier on va le dégager parce que ça c'est pas beau et je le sens pas, finalement en fait non, c'est un levier de business incroyable, il faut qu'on l'améliore. C'est ce que je dis toujours, moi, de manière générale, c'est oui, on peut y mettre des hypothèses, tous, et puis c'est notre job, tu vois, toi sur le merchandising, moi sur l'expérience client, mais en fait c'est le terrain qui parle. C'est le terrain qui a raison après, hein, donc tu peux faire ce que tu veux, derrière il faut tout aller tester, aller vérifier, parce que c'est le client à un moment donné qui a raison, quoi, hein, soit il achète pas. Hein. Ah oui, et puis des cas comme ça, j'en ai des centaines, entre des choses qu'on a imaginé derrière notre bureau, ou en échangeant avec les équipes, en disant c'est incroyable, il faut qu'on mette ça. Puis quand on le fait, en fait, c'était une usine à gaz, et on dit bah non, en fait, ça va pas. Donc, c'est la vraie vie. Ouais, tu parlais d'agilité derrière, mais c'est exactement ça. En fait, il faut savoir s'adapter, il faut tester, il faut peaufiner, quoi. C'est de l'amélioration continue. C'est le terrain qui parle. Ouais, exactement. Le client a toujours raison. Et ouais. Je veux dire, malheureusement, c'est vrai. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est lui qui décide. Clairement. Et si une petite dernière question, puis après je vais te libérer quand même, mais et si tu devais appliquer les bonnes pratiques du merchandising aux boîtes qui n'ont pas de boutique, qui sont en digital par exemple, est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on pourrait transposer? Je suis un peu de la vieille école en disant que le merch c'est quand même très magasin physique, mais ouais. Mais je suis vraiment convaincu depuis ces dernières années qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire des passerelles. Alors on parle de e-merchandising, mais c'est quand même deux métiers en tout cas deux métiers et deux gestes métiers qui sont différents, mais pour autant il y a quand même des passerelles. Je pense que c'est ce qu'on se dit depuis le départ, c'est être focus, écouter son client. La façon dont tu organises ton magasin, si tu écoutes ton client, ça peut être aussi la même façon dont tu vas organiser ton site internet. Et voilà. Et puis à un moment donné, c'est comment tu mets en avant. Moi, je mets en avant des produits dans le rayon. Tu vas mettre aussi en avant des produits avec d'autres techniques sur ton site internet. Je viens en tout cas mesurer mon rayon. Je viens mesurer en tout cas la performance de mon linéaire.
C'est exactement la même chose. Donc, ma stratégie, pas ma stratégie, mais en tout cas mes techniques merge de écouter le client, structurer un linéaire en fonction de ça et mesurer, c'est quelque chose que tu dois forcément transposer sur du digital. Voilà. Ok. Et ben si on veut en savoir plus sur le merchandising, où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve partout. Focus, on a dit. Voilà. Derrière chaque produit qui n'est pas vendu, il y a moi qui surveille. Non. On me retrouve sur du coup mon LinkedIn, Adrien Berdard. On me retrouve aussi sur mon site internet AB Merch. Et on me retrouve aussi derrière des experts et des thématiques merchandising avec un podcast qui s'appelle Pour toutes ces bonnes raisons, sur lequel je donne la parole et je reviens sur tous ces sujets, donc qui me permettent d'aller un peu plus loin de nos échanges d'aujourd'hui, par exemple. Voilà. Eh ben, on va aller écouter ça parce qu'il y a, je crois qu'on a plein de choses à apprendre, et comme tu dis, même si on n'a pas de boutique physique, je pense qu'il y a plein de sujets dont on peut s'inspirer. Donc trop bien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, c'était très cool. Toute petite dernière question un peu rituelle, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre ici dans ce podcast? Une marque, une boîte C'est hyper dur. T'as le droit de me dire non, hein. Non. En fait, je m'en suis noté plein, mais c'est hyper dur de choisir. Par contre, du coup, je vais sélectionner celle qui est la plus récente pour moi. J'étais dans les magasins Otera et je trouve qu'ils ont une vraie démarche d'expérience client qui est top. Tu vois, à la fin, par exemple, il y a une sorte de livre d'or sur lequel tu peux écrire le produit que tu n'as pas trouvé ou le produit que tu aimerais retrouver dans ton magasin. Okay. J'aimerais bien en savoir plus comment ils travaillent ça derrière, comment ils ont calé leur process de référencement, que ce soit nationaux ou locaux, par rapport à tout ça, comment ils écoutent leurs clients. Je pense qu'il y a quelque chose autour de l'expérience client des magasins Otera qui doit être sympa. Donc j'aimerais bien les avoir derrière ton micro. Eh ben écoute, moi aussi. Donc il y a moyen que j'aille leur poser la question. Trop bien. Allez. Trop cool. Eh bien, merci beaucoup. Écoute, c'était vraiment un plaisir et je pense qu'on a appris plein de choses. Donc, moi, en tout cas, j'ai eu plein de prises de conscience, de choses que je te dis en tant que cliente, on s'en rend pas compte et c'est hyper intéressant de voir comment derrière c'est travaillé, comment c'est pensé. Donc, merci beaucoup pour tout ça.